Alors, rebonjour à toutes et à tous, chers étudiants de licence 1. Dans ce cours consacré aux relations internationales de 1871 à 1913, je vous ai présenté dans une grosse première partie comment pendant 20 ans, Bismarck et l'Empire allemand dominent en fait la diplomatie européenne. Nous allons voir dans un deuxième temps, de 1891 à 1907, comment se mettent en place deux blocs antagonistes. C'est ce que je vous propose de découvrir, de redécouvrir sur le plan que vous avez là. Et je vais commencer, vous le voyez, par une première sous-partie pour vous évoquer bien, la fin de l'isolement français. Je vous le disais, à l'instigation de Guillaume II, qui s'est débarrassé de l'encombrant chancelier Bismarck, né en 1815 au moment du congrès de Vienne, qui était selon lui un homme du passé, qui n'avait qu'un mot à la bouche, c'était l'Europe, l'Europe, et le risque de revanche de la France qui mettrait à bas l'Empire allemand et la construction patiemment élaborée par Bismarck, eh bien Guillaume II va changer de politique. Encouragé par les industriels rhénans. À l'époque, l'Allemagne connaît, vous le verrez dans les cours d'histoire économique, un boom absolument incroyable. Encouragé également par les négociants des grands ports de la Baltique et de la mer du Nord, eh bien, l'Allemagne renonce en fait à son rôle d'arbitre sur la scène européenne pour se lancer dans une politique d'expansion coloniale et se faire, comme le dit l'empereur Guillaume de lui-même, une place au soleil. De leur côté, les nationalistes allemands prônent une grande Allemagne qui regrouperait sous l'égide de l'Empire tous les peuples de culture germanique dans une Mitteleuropa, en fait réaliser ce que faisait avant l'empereur d'Autriche, mais cette fois-ci au profit de l'empereur allemand du prussien. Une grande Mitteleuropa qui irait de la frontière française, des Vosges, donc désormais maintenant, jusqu'à la Pologne, aux rives de la Baltique et celle de l'Adriatique, et qui exercerait son influence sur la Scandinavie, sur les Balkans et sur l'Empire ottoman. Colonialistes et nationalistes allemands se retrouvent dans des ligues très influentes. Au conservatisme prudent et habile du chancelier de fer succède donc, vous le voyez, un comportement de Guillaume II et de ceux qui l'entourent beaucoup plus aventuriste, ce que l'on a appelé la Weltpolitik, la politique mondiale. Et c'est cette politique mondiale qui va permettre à la France de sortir de son isolement. En effet, la Russie se rapproche de la France en dépit de son aversion profonde. La Russie, c'est l'un des régimes les plus autocratiques d'Europe à l'époque, de son aversion profonde pour le régime républicain, pour la démocratie française. Les considérations géopolitiques, géostratégiques et militaires vont ici l'emporter. En novembre, mais les considérations aussi, vous allez le voir, économiques. En novembre 1888, justement, un premier emprunt russe va être ouvert par les groupes financiers français. Il va être négocié à la Bourse de Paris, donc sur la place financière de la République. D'autres vont suivre. Par ailleurs, à l'été 1890, Guillaume II va refuser de renouveler le traité de réassurance, et ça nous renvoie à l'intime conviction de Guillaume II qui est radicalement différente de la politique de Bismarck. Bismarck, c'est un diplomate roué, Guillaume II, c'est un homme rigide mais également très droit, et il juge en fait déloyal ce double jeu qu'avait en fait l'Allemagne bismarckienne, d'un côté alliée à la Russie et de l'autre la triple alliance. Il va privilégier la triplice au détriment de l'alliance russe. Et de ce fait, la Russie va se rapprocher davantage de la France. À l'été 1891, une flotte française est reçue avec enthousiasme en Russie, et la France et la Russie vont s'engager à se consulter en cas de menace pesant sur l'un des deux pays. Ce rapprochement, bien évidemment, est une aubaine pour Paris, car il signifie enfin la fin de l'isolement, l'alliance possible avec un régime très très solide,
et une armée invaincue depuis la guerre de Crimée, l'espoir également d'encercler les puissances centrales. Puisque la Russie, c'est le grand rouleau compresseur de l'Est qui donnerait donc la main à l'Ouest, à la France. Alors l'accueil d'ailleurs est extrêmement favorable, il faut se reporter dans le climat de ces années, du début des années 1890, extrêmement favorable en France, cet accueil de l'opinion publique, et cela va encourager le gouvernement français à aller plus loin. En août 1892, une convention militaire secrète directement dirigée contre la Triplice est élaborée. Le texte prévoit une mobilisation générale dans les deux pays, en cas de mobilisation des pays de la Triplice, même mobilisation partielle, et une entrée en guerre commune en cas d'agression de la France par l'Allemagne ou l'Italie et de la Russie par les empires centraux. Et dans ce cas, l'engagement que ni l'un ni l'autre, ni la France ni la Russie, ne conclura de paix séparée. En décembre 1893, le tsar ratifie la convention et en janvier 1894, le gouvernement français fait de même. Par ailleurs, l'Angleterre, qui est très attachée, je vous le disais, à l'équilibre des pouvoirs en Europe, ce que l'on appelle balance of powers, s'inquiète des ambitions croissantes de l'Allemagne, en particulier sur mer, car l'Allemagne est en train de se doter d'une très puissante marine de guerre. En 1889, le Royaume-Uni adopte le principe du Two Power Standard, en vertu duquel, c'est un principe assez osé et assez impérialiste des Britanniques, en vertu donc de ce principe, la marine britannique doit être au moins égale à la force de ces deux suivantes, en l'occurrence la marine française et la marine allemande. Cependant, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, n'envisage pas encore de se rapprocher de la France et de la Russie, avec lesquelles elle est en rivalité coloniale. Et elle reste en fait très attachée dans ces années-là à son splendide isolement. Alors voyons maintenant, dans un deuxième temps de ce grand 2, je vous remontre ici le plan, les rivalités européennes. Eh bien, les ambitions britanniques et russes, en effet, s'affrontent dans deux endroits. D'une part dans l'Empire ottoman, c'est la route des Indes, l'Empire ottoman, vous vous souvenez, et d'autre part en Asie centrale. Les années 1890 sont marquées par le renversement complet des politiques de l'Angleterre et de la Russie à l'égard de la Turquie. L'Angleterre considérait jusque-là le maintien de l'Empire turc comme une condition essentielle de la paix dans la région et de la protection, je vous le disais, de la route des Indes. C'est ce qui avait conduit en fait à l'entrée en guerre de l'Angleterre aux côtés de la France dans la guerre d'Orient, dans la guerre de Crimée au milieu des années 1850. Mais désormais, l'Angleterre, très pragmatique, a pris la mesure du déclin de l'Empire ottoman, de l'homme malade de l'Europe. Selon elle, il est condamné un jour ou l'autre à se disloquer et à disparaître sous cette forme-là en tout cas. En outre, le Royaume-Uni s'inquiète beaucoup du sort des minorités de cet empire. En effet, le sultan de l'époque, qu'on surnomme le sultan rouge, Abdulhamid, va cautionner entre 1893 et 1896 plusieurs massacres d'Arméniens qui font très probablement 250 000 morts. Et par ailleurs, il va réprimer très violemment des mouvements révolutionnaires, autonomistes, voire indépendantistes, en Macédoine d'une part, et en Crète d'autre part, dans les années 1896-1897. À l'inverse, la Russie, qui se posait jusque-là, vous vous souvenez, en protectrice des Slaves et des orthodoxes de l'Empire ottoman, se montre, elle, désormais plutôt attachée à une forme de statu quo, autant pour éviter que les Britanniques ne s'emparent des détroits, que pour pouvoir s'occuper des affaires asiatiques
qui commence très fortement à la préoccuper. En Asie centrale, justement, là plutôt c'est Londres qui s'inquiète d'une grande progression des Russes à travers le Caucase et le Turkestan à ce moment-là. De même que les États-Unis sont hors de notre programme, mais de même qu'aux États-Unis, vous avez la conquête de l'Ouest, le Far West, eh bien vous avez du côté de la Russie la conquête de l'Est, le Far East. De son côté, la France se brouille dans ces années-là avec l'Italie et plus encore avec l'Angleterre. Les Italiens n'ont jamais vraiment admis le protectorat français sur la Tunisie, où réside un très grand nombre de leurs compatriotes. Les Italiens de Tunisie, c'est la première communauté européenne sur place. Une guerre douanière éclate même entre la France et l'Italie en 1887. Avec la Grande-Bretagne, la France a eu, au cours des années qui viennent de s'écouler, de multiples frictions dont les souvenirs sont encore vifs. Frictions en Asie du Sud-Est, en particulier autour de Siam, l'actuelle Thaïlande, frictions en Océanie, et ça c'est un très très ancien contentieux qui remonte au 19e siècle, affaire de Tahiti par exemple à l'époque, contentieux désormais également en Afrique, autour du bassin du Congo, en Égypte, je vous le disais tout à l'heure, à Madagascar. La question soudanaise, en fait, menace désormais de provoquer une guerre ouverte entre la France et l'Angleterre. Les Britanniques, qui souhaitent en effet relier leurs possessions africaines du nord au sud, c'est-à-dire du Caire au Cap, eh bien, se heurtent aux Français qui, eux, veulent relier leurs possessions de l'ouest à l'est africain. Donc tout ça va se jouer, de Dakar à Djibouti si vous voulez. Donc tout ça va se jouer en fait dans la région soudanaise. Et il se trouve qu'en juillet 1898, tout ce petit monde va se retrouver devant Fashoda, le fort de Fashoda. C'est marchand qui, au nom de la France, plante le premier le drapeau tricolore à Fashoda. Mais finalement, la France va s'incliner. Humiliation d'une certaine façon, très mal ressentie par l'opinion publique, car eh bien, la France à l'époque est très affaiblie, très déchirée par l'affaire Dreyfus, et l'état de ses forces navales ne lui permet pas sérieusement d'envisager un conflit avec la Grande-Bretagne, et puis il y a toujours dans la tête la préoccupation du danger allemand. Par ailleurs, le gouvernement russe, il faut le savoir, a indiqué à Paris qu'il se désintéresse complètement de cette question et qu'il n'entrera pas en guerre pour un bout de territoire africain. Alors la guerre est évitée, elle est évitée de justesse, mais elle est évitée. Les Français vont conserver au cours des mois et des années à venir un long ressentiment, profond ressentiment à l'égard des Anglais, à la suite de ce que l'on appelait la crise de Fashoda. Donc vous voyez énormément de tensions en Europe, d'où le titre de mon petit 2. Plusieurs dirigeants s'inquiètent beaucoup de ces tensions et vont chercher les moyens d'empêcher qu'elles ne dégénèrent. On organise donc une conférence internationale pour la paix. Elle se déroule à La Haye, de mai à juillet 1899, mais sans grande réussite, comme le montre la course aux alliances, dont je vais maintenant vous parler dans ma troisième sous-partie que vous voyez sur le plan. C'est en effet la naissance d'une triple entente face à la triple alliance qui est constituée, vous vous souvenez, depuis, on l'a dit tout à l'heure, le début des années 1880. Alors si la Grande-Bretagne et l'Allemagne ont pu se rapprocher à la faveur de la crise de Fashoda, en fait les deux puissances n'entretiennent plus de rapports cordiaux tels qu'ils avaient pu l'être à l'époque de Bismarck. Le fait que Guillaume II soit, par sa mère, le petit-fils en fait de la reine Victoria ne suffit pas à apaiser les tensions croissantes entre les deux pays. En effet, et c'est ce qui est le fait majeur, si vous voulez, de cette période,
le début des années 1900, les Britanniques se sentent désormais agressés par les Allemands dans deux domaines qui pour eux, alors là, sont tout à fait vitaux. Leur commerce d'une part et leur marine de l'autre. L'industrie allemande, nous le verrons dans le cours d'économie qui est déjà en ligne, que je vous invite à consulter sur ces années 1870-13 et 1914, eh bien, l'économie, l'industrie allemande a pris le pas depuis peu sur l'économie, sur l'industrie britannique, au prix d'une politique commerciale extrêmement agressive. Les produits allemands commencent à supplanter les produits britanniques, y compris suprême à front, sur le marché britannique, au prix d'une politique de dumping, un terme que je définirai dans un cours à venir. Donc, c'est le premier problème. La presse britannique se lance dans une grande campagne de boycott et dans le cadre de sa Weltpolitik, c'est le deuxième point, eh bien, Guillaume II confie parallèlement à l'amiral von Tirpitz la tâche de doter l'Allemagne d'une puissante marine de guerre, ce qui fait craindre à Londres une attaque d'une partie de son empire, voire, c'est ce qui fait le plus peur aux Britanniques, une invasion de la Grande-Bretagne. Vous vous souvenez, je l'évoquais tout à l'heure, de la doctrine du Two Power Standards. Bien évidemment, elle est réaffirmée dans ces années-là parce que la crainte avec von Tirpitz est en train de s'accroître. Et puis, c'est l'élément supplémentaire, l'élément fondamental, changement de souverain en Grande-Bretagne. La reine Victoria meurt en effet au terme d'un très long règne commencé en 1838. En 1901, et va lui succéder son fils aîné, le prince de Galles, qui pendant très longtemps avait rongé son frein. Toute comparaison avec une situation plus proche de nous est bien évidemment très éloignée de mon esprit, en fait pas du tout. Et donc le prince de Galles, enfin en janvier 1901, devient Édouard VII, ce qui va entraîner un changement d'orientation de la politique britannique, puisque le 8 avril 1904, la France et la Grande-Bretagne vont signer un traité qui met un terme à leurs principaux griefs, et ce traité, on va le retenir dans l'histoire sous l'expression d'entente cordiale. On a vu qu'il y avait eu d'autres ententes cordiales dans le premier cours d'histoire diplomatique à l'époque de Louis-Philippe et puis surtout à l'époque de Napoléon III, mais la vraie entente cordiale avec un E et un C majuscule, elle date bien de ce traité. Aplanissement donc des griefs, vous disais-je, renonciation par les Français au droit de pêche de leurs marins à Terre-Neuve en échange de gains territoriaux en Afrique noire, reconnaissance des droits anglais sur l'Égypte et en contrepartie des droits français sur le Maroc. Et donc cet accord, que je vous disais, on va très rapidement baptiser entente cordiale, malgré tout, ne comporte pas de clause politique et laisse aux deux partenaires en la matière une complète liberté d'action, mais il ne va pas tarder à montrer son efficacité. En effet, en mars 1905, eh bien, Guillaume II, qui entend contrecarrer les projets français sur le Maroc, il a des visées très importantes sur le Maroc. Je vous disais que Guillaume II a l'ambition de bâtir un empire colonial allemand et l'Allemagne a un retard sur la Grande-Bretagne, mais également sur la France, eh bien, va profiter, Guillaume II, d'une croisière en Méditerranée pour faire escale à Tanger, port marocain sous contrôle français, et y rencontrer l'oncle du sultan qui s'y trouve et déclarer qu'il entend préserver les intérêts allemands au Maroc. Alors en France, à Paris, au Quai d'Orsay, tout de suite on pousse les hauts cris, on appelle cette affaire le coup de Tanger, et en fait, il va y avoir la réclamation par Guillaume II, et c'est assez habile, d'une conférence internationale pour crever l'abcès. Et il se dit, si vous voulez, l'arrière-pensée, c'est que de deux choses l'une, soit il obtiendra gain de cause, mais s'il n'obtient pas gain de cause, il va au moins séparer les Anglais, qui, un peu comme les Russes jadis à l'égard des affaires africaines, se montreront très réticents pour soutenir les Français. Donc l'Allemagne espère profiter, si vous voulez, de l'occasion du coup de Tanger pour détacher Londres de Paris.
Eh bien, contre toute attente, c'est l'inverse qui va se produire. En 1906 a lieu cette fameuse conférence réclamée par les Allemands. La conférence aura lieu à Algésiras et les Anglais vont y soutenir la France qui va se voir reconnaître sa position privilégiée au Maroc. À la demande de la France, on va même franchir une étape supplémentaire puisque la Russie, qui voit la solidité de l'alliance franco-anglaise, va et tout le profit qu'elle peut en tirer, va accepter de régler ces contentieux asiatiques qui l'opposent à la Grande-Bretagne. Il y avait en effet de nombreux contentieux en Afghanistan, puisque les Britanniques, c'est toujours cette fameuse route des Indes, mais cette fois-ci, la route terrestre était intéressée par l'Afghanistan, la route sud de l'Afghanistan, et puis à l'inverse, les Russes marquaient des points pour s'implanter dans le nord de ce très très grand territoire montagneux qu'est l'Afghanistan. Eh bien, il va y avoir un modus vivendi sous l'égide de Théophile Delcassé et de la France qui va être trouvé, et une convention russo-britannique va être signée le 31 août 1907 qui rompt un long passé de contentieux entre les deux pays et ouvre la voie à une collaboration. Et donc vous voyez d'une certaine façon, même si là ce sont des alliances conclues 2 à 2, eh bien on a désormais une triple entente, c'est-à-dire une alliance entre la France et la Russie, une alliance entre la France et l'Angleterre, et maintenant une alliance, c'est le troisième côté du triangle, entre la Russie et l'Angleterre, donc une triple entente face à la triple alliance. Elle apparaît moins solide peut-être, mais elle apparaît, quand on creuse un peu les choses, beaucoup plus riche d'avenir. En effet, si l'Allemagne et son brillant second, comme Guillaume II qualifie l'Empire d'Autriche-Hongrie, sont plus unis que jamais dans cette première décennie du XXe siècle, dans ces années 1900, le royaume d'Italie, lui, est un allié beaucoup moins sûr. L'Italie, que ruinait la guerre commerciale avec la France, s'est en effet, au cours des années précédentes, sérieusement rapprochée de Paris. En fait, les Italiens, pour parler clair, mènent double jeu. Et en 1902, ils signent le renouvellement de la Triplice, tout en concluant avec la France un accord secret qui assure à celle-ci leur neutralité quasi certaine en cas de guerre franco-allemande. Et je déflore un peu le sujet, mais vous le connaissez déjà, il jouera à plein, bien évidemment, en 1914. Si l'Italie se discrédite sur le long terme, elle parvient ainsi à monnayer en fait efficacement son soutien et à obtenir des deux camps antagonistes des avantages qui sont sans mesure avec son réel poids d'alors, son réel poids politique, économique et militaire, même si elle organise en parallèle une exposition universelle dans ces années-là pour montrer qu'elle rayonne malgré tout. Alors, je vous donne rendez-vous dans quelques instants pour la troisième partie de ce cours numéro 3.